L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir? Je trouve que le score ne dit pas du tout ce que j'ai vu dans le match et ne dit pas du tout la supériorité claire, nette du PSG dans ce match-là. Le deuxième point, c'est notre Ligue 1 qui est la tête à l'envers, partout, à chaque coin. Et évidemment que ce qui s'est passé hier à Auxerre illustre ça. Pas que dans le stade, en dehors du stade quand même. Baston de supporters, des mecs qui sont venus de Paris, des mecs d'Auxerre, de Marseille, enfin bref. Mais on n'a pas de patron, et donc ça continue. Et le point 3, c'est Liverpool, parce que maintenant, effectivement, même si on les regardait avant, maintenant on les regarde avec un œil encore plus aiguisé, et je les ai vus très bons contre City, mais comme je vois Paris excellent aussi, je me dis qu'il n'y a plus que ce match-là qui est intéressant et qu'on doit attendre. Les autres matchs ont une moitié de saveur, en fait. Ce ne sont que des salles d'attente. Flo, tes 3 points. Premier point, c'est que en regardant ce match, je me suis dit que le PSG était injouable. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis toujours, tiens, Lyon aurait dû faire ça, Lyon aurait dû faire ce qu'ils ont fait en deuxième, en première, la compo est pas bonne. En fait, tu t'aperçois que si Lyon avait fait ce qu'ils avaient fait à la fin du match, le PSG les aurait châtiés dès le départ. On l'a vu sur une ou deux actions quand Lyon a essayé de sortir en première. Et je comprends qu'en gros, maintenant, le PSG inspire un sentiment qu'il n'a pas toujours inspiré, c'est la peur. La crainte. Ce PSG-là fait peur à tout le monde, à Monaco, à Lyon, en France, et fait peut-être peur aussi un peu en Europe. Donc c'est nouveau et ça donne des compos et des stratégies un peu particulières. Le PSG qui fait peur, c'est là, cette année, en première partie de saison, il faisait pas peur. Ah ouais, je sais pas, ça fait 10 ans qu'ils collent des raclés, qu'ils gagnent des championnats avec 10 ou 20 points d'écart. Puisque quand tu dis avant le match de Marseille-PSG, par exemple toi-même, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire, c'est pas une équipe qui te fait peur, qui est injouable. Là, je te dis aujourd'hui, ils sont injouables. C'est une grosse différence. Le deuxième point, c'est Nantes. Je vous dis juste un mot parce que c'est un peu ce que dit Daniel sur la Ligue 1. Bon, Nantes, Serbecté, tant mieux, ils ont fait un bon match, mais Lens, c'est un peu le symbole aussi de cette équipe qui s'est totalement, on va dire, dépouillée pour rembourser ses dettes, pour faire simple. Troisième défaite de suite. Et qui va terriblement échouer dans la deuxième partie du classement, pas d'animation offensive, c'est assez triste. Et puis ça va faire le lien avec le troisième point, parce que j'ai beaucoup aimé la déclat de Comboiré post-match sur l'affaire de l'arbitrage et l'affaire Longoria, et c'est mon troisième point. J'attends toujours, nous attendons, j'espère tous, les excuses ou un communiqué ou un commentaire de Pablo Longoria par rapport à ce qu'il a dit hier, ce qui est totalement lunaire. C'est une honte. Ce qu'il a dit est une honte, c'est un scandale absolu. Je suis un peu surpris de voir qu'il y a des réactions, mais on ne s'étonne pas et on ne s'étonne pas bizarrement que lui-même ne réagisse pas en disant ok, j'ai pété les plombs, ça arrive, j'ai pas à dire ça. Parler de corruption pour les arbitres, mettre une cible sur le dos des arbitres français, parce que c'est ça qui va se passer, quels que soient les problèmes, et on va en reparler, et quelles que soient les réactions des supporters qui s'appelaient apparemment. Je suis totalement sidéré, d'autant que les résultats après s'analysent toujours différemment, que ce soit les défaites contre Auxerre, 2 défaites contre Auxerre dans le même championnat, un nul, une défaite contre Strasbourg, une défaite à Nice, il y en a plein. Où le PSG, est-ce que c'est vraiment dû à l'arbitrage, à ce cinéma qui est fait autour de l'arbitrage? Tant que c'était du cinéma, on pouvait en parler. C'est toujours les 3 points là, parce que c'est dément quand même ce monologue. C'est quand même incroyable. Des fois, t'en as fait des plombs. On commence, il est sur le match d'hier soir. On a eu un match ce soir. On aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler de tout ça. T'aurais dû plutôt noter que depuis hier, nous ne voyons plus à l'image le visage de l'opérateur vidéo. Vous avez quand même remarqué qu'on ne le voit plus, alors qu'avant on le voyait tout le temps. Totalement dément de parler de ça alors qu'on a parlé du match. Mais ça, c'était ce soir. Mais vous aurez noté quand même qu'il y a ce détail que je trouve un petit peu curieux. John Textor a écouté l'after. Jeudi, on lui a dit, John, mais le chapeau, il l'a mis. Si t'en as, tu mets avec un chapeau de cow-boy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Bravo John, sens du marketing, du storytelling. Très bonne image. C'était magnifique. Il est bon. C'était parfait. Alors je précise que Nasser El-Khelaifi n'était pas là. Il était au Qatar pour le tournoi de tennis. C'était vraiment étonnant. Voilà. On s'attendait à ce qu'il y aille. Évidemment qu'il n'allait pas venir. Rarement il va au-devant des difficultés, il envoie les sbires, ou alors lui-même fait plus dans la lâcheté. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un dîner ou quelque chose dans le match? Non, je pense que ça va être compliqué. Parce que parfois il y a ça entre les dirigeants. D'Europe, ça. Donc je disais que le score ne reflétait pas le match que j'ai vu, parce que 3-2, ça semble serré. Les dernières minutes, tu te dis même, tiens, si jamais sur le dernier corner, il se passait quelque chose, tu vois pas qu'on aurait eu un 3-3 qui n'aurait absolument rien dit de la supériorité des Parisiens, qui en fait... Moi,
Bah, je peux pas dire autre chose que ce qu'a dit Flo. Si je vois pas comment tu peux les prendre. Enfin, pas, en tout cas, pas une équipe de Ligue 1, c'est impossible. En fait, non seulement tu ne peux pas les prendre, tu essayes de te casser la tête à trouver des trucs, mais qui sont pas des bonnes idées. Et d'abord, je ne sais même pas s'il y a une bonne idée, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule équipe qui a assez de qualité technique pour troubler une équipe qui est à ce point rodée maintenant, collectivement. Donc il te manque trop en fait, même admettons que tu mettes un pressing incroyable, déjà, va savoir si tu es capable de le mettre sur toute une durée, s'il sera efficace, parce que comme en face tu as de la technique pour sortir des difficultés, et avec ça, il faudrait que tu aies de la technique partout. À Lyon, il n'y en a pas assez. Quand tu as 2 joueurs, 3 joueurs qui ont un peu de technique au-dessus de la moyenne, comme Cherki, bah, ils te font un match totalement insipide. Il aura l'excuse de la position dans laquelle l'a fait jouer Fonseca en essayant de trouver un semblant de tactique pour contrecarrer le PSG, mais évidemment ça n'a pas fonctionné. Et il y a l'élément supplémentaire qui est qu'effectivement, on revient à un peu, parce que depuis 2-3 ans c'était un peu moins le cas, mais effectivement aux années 2014, 15, 16, 17, 18 par là, où les adversaires du PSG étaient déjà résignés avant de commencer, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent on va se faire déchirer. Chaque occasion, chaque attaque, chaque ballon mis dans la profondeur peut nous trouer. Il y a une supériorité qui est trop évidente. Quand à l'arrivée ça fait 3-2, tu dis peut-être que Lyon a résisté, peut-être que Lyon... Je ne sais pas quelle conclusion tirera Lyon de ce match-là, mais ils sont beaucoup trop loin de ce PSG-là. Enfin, ce PSG-là est beaucoup trop en avance sur le reste de la Ligue 1. Ça crève les yeux, en fait. Ils sont bons absolument partout. C'est une régalade tactique, technique, c'est parfait. En fait, ce qu'a fait Lyon, effectivement, c'est une tentative forcément vaine de trouver une solution. Donc, oui. il a mis ça, Cherki en 9, mais j'ai pas envie de le blâmer parce que, bien sûr, que ça aurait été sans doute mieux avec les joueurs qu'on a vus à la fin, mais il se serait pris des buts quand même. Et peut-être que le match... Moi l'image de la première période, c'est ce corner, pour une fois où Lyon était allé embêter le PSG dans ses 30 mètres, et sur le corner, ils ont pris un contre fulgurant, terrible, qui aurait dû faire but pour le PSG. Donc, quoi que tu fasses, effectivement, tu es souvent battu. Donc, je ne pense pas que Lyon va en tirer beaucoup de conclusions, si ce n'est que dans son système préférentiel, il ne faut pas mettre Cherki dans cette position-là. A priori, ça, je pense que... Attention, parce que le problème de Cherki, c'est que ça devient systématique, c'est que tu ne lui trouves plus jamais de position. Ah, ça, c'est vrai. Mais en tout cas, pas celle-là. Celle-là, soit il faudrait... Parce que tu as mis Kotadze et Lacazette sur le banc, et là, tu l'as fait en te disant que tu pourrais trouver une profondeur, j'ai entendu, à la limite, si tu arrives à avoir la possession dans cette position-là, pourquoi pas, mais jamais de la vie tu l'auras contre le PSG. Je pense que c'est aussi pour éviter d'avoir au milieu un gars qui court moins, alors que contre le PSG, t'es mort. Et préférer le mettre en 9, c'est presque pire que ça. Parce que je pense que le match, je vais te dire, il y a plusieurs semaines maintenant que le PSG... marche fort, mais le score, les 2 scores contre Brest ont fait très mal encore, peut-être encore plus. De toute façon, les messages qui sont envoyés là en ce moment montrent et effectivement, comme tu disais, tu as une crainte, et je le dis encore, je l'avais dit sur Monaco, mais il y a quelques semaines, parce que j'estimais que Monaco aurait dû faire plus, mais Monaco était déjà dans cet état d'esprit de essayons de pas se faire trouer. Et à partir du moment où tu es dans cet état d'esprit, comme ce soir Lyon, ça fait des années. Terminé. Quand le PSG a eu des mauvaises périodes, la deuxième partie de la saison Galtier, ou ce genre de moment où le PSG était en crise, c'est le PSG tout seul qui se mettait en difficulté. Mais on n'a pas vu un PSG mis en difficulté par une autre équipe plus de 4-5 fois en 10 ans, quoi qu'il en Ligue 1, j'entends. Donc c'est quelque chose que peut-être on pensait pas aussi net cette année, puisque au départ de cette saison, on s'est dit Monaco a l'air d'avoir un bel effectif, Marseille s'est construit une belle équipe, peut-être qu'il y aura le temps que le PSG se mette en place, une ouverture pour d'autres. Mais il y a 0 ouverture, il y a une supériorité qui est absolument écrasante. Là, tu regardes même les XG du match. Lyon, c'est déjà incroyable qu'ils mettent 2 buts par rapport aux occasions créées, aux situations qui se mettent et tout. Non, en plus, il y a une équipe qui maintenant... Il n'y a plus tellement de fantaisie. Allez, il y a eu un moment, João Neves qui a reculé un peu piston gauche pour permettre à Nuno Mendes de monter. Mais en tout cas, maintenant, le 11, on arrive à le deviner quand le match démarre. Tu as une rotation qui est normale avec Kang In Lee qui joue de temps en temps. Ruiz. Oui, ou Ruiz, voilà. Mais en gros, là maintenant, ça joue à 14-15. Et c'est comme ça, globalement,
que les grosses équipes parviennent à de gros objectifs. Donc on n'a plus tellement de avec une fantaisie différence tactique, que tu as noté à l'instant, c'est que toutes les fameuses expérimentations, elles lui servent plutôt en cours, enfin à l'intérieur du match avec les mêmes joueurs, ce que tu disais avec Neves et Nuno Mendes, ou Hakimi dont on sait qu'il peut lui demander de dézonner. Quand tu regardes les matchs sur le bord du terrain, que tu vois ce que demande Luis Enrique, tu vois qu'il le demande à ses propres joueurs, à son 11 on va dire, de faire des modifs à l'intérieur du match pour, on va dire, gêner l'adversaire. Un jeu en mouvement permanent. Beaucoup d'équipes qui ont dominé. C'est surtout quand le message est reçu comme ça que c'est beau à regarder. Quoi. On n'a pas fait de point classement quand même. Il faut quand même qu'on s'y penche. Les gars, il reste 11 matchs. Pour la deuxième place, tu veux dire pour le podium, quoi. Pour le podium des... Enfin, le podium, j'allais dire podium des 4. Le PSG est déjà, on va dire, podium des 3 désormais. Bon, les grands perdants de week-end, ça semble être Lyon et Monaco. Marseille a quand même toujours son matelas. Ils ont toujours, une petite marge, 3 points. Ils ont toujours 6 points d'avance sur le 5e. Il faut regarder le 5e en fait. D'accord. Mais enfin, je parlais de la deuxième place quand même, aussi pour eux. Et alors Nice continue à grappiller comme ça au fur et à mesure du week-end. C'est Nice qui est dingue là, en toute discrétion. Nice qui, sans faire de bruit, sans qu'on s'en soucie vraiment, sans qu'on regarde même vraiment contre qui il joue, comment il joue, est en train de s'installer. Ouais. Donc voilà, la moralité. Et alors, regardons quand même la 7e place, si je puis me permettre, parce que si Paris gagne la coupe, comme ça semble se dessiner, vu qu'il marche sur tout le monde, je sais pas. Surtout vu ce qui est les équipes qui restent en coupe. Voilà. Donc ça veut dire que la 7e place deviendrait européenne si Paris gagnait la coupe. Bah oui. Voilà, elle serait Conference League. C'est actuellement Strasbourg qui l'occupe. Mais il y a combat, il y a Lens, Brest. Conference League. Tu vas l'attraper la Conference League, Gilbert. Conference League, je pense que Bloco, il y aura tes jeudis soirs vont s'animer. Ouais. Je pense que ton concurrent sera Brest. Est-ce que tu penses qu'on a des chances contre Baka Topola et le Zelejnikar Sarajevo? Ça peut passer. Ça dépend de votre des frérots. On verra. Ils mettent 200 millions de recrutement si jamais il y a minimum. Bon, blague à part, regardons, faut regarder. Je pense jusqu'à la 7e place parce qu'il y a des chances que cette place soit européenne. On a Olivier qui est supporter parisien. Olivier, bonsoir. Ouais, salut Gilbert, salut Olivier. Alors le PSG n'a pas perdu à l'extérieur depuis 2023. Ouais, alors moi je voudrais juste commencer par dire une chose. Donc je suis assez d'accord. Je suis pas toujours d'accord avec Daniel à chaque fois que j'appelle, mais bon, il est assez pertinent. Mais par rapport à ce qu'il a dit sur ces 3 points. Quand on voit 3-2, on se dit ouais c'est super serré la fin et tout, mais j'aimerais bien avoir, j'ai vu la première mi-temps, j'aimerais bien savoir la possession de balle de Paris 75%. Voilà, 77 peut-être. Voilà. J'allais même dire peut-être un peu plus même. Tu vois. Non, je l'ai regardé, j'ai eu le même réflexe que toi. Sache qu'au bout de 20 minutes, il y avait 25 minutes, 1,72 de XG côté PSG et 0,06 côté Lyon. Alors je voudrais juste rebondir sur une chose que vous avez dit tous les deux. Par rapport à Paris qui est imprenable en Ligue 1, donc ça là-dessus on est d'accord. Je pense même que cette année de finir le championnat invaincu, je pense qu'ils sont capables de le faire. Je pense qu'il n'y a que la Ligue des Champions qui peut nous embêter. Voilà, je le pense. Je veux juste rebondir. Mais la Ligue des Champions qui t'embête, malheureusement, c'est une tradition. Ouais, non, mais attends. En fait, moi, ce qui m'épate cette année, alors c'est vrai que le PSG n'a pas toujours été aussi étincelant, donc ça c'est sympa parce que. On peut dire quand même qu'il y a eu des fins de saison récentes où on s'est un petit peu même vraiment fait chier. Donc là, on s'amuse quand on voit le PSG. Mais en revanche, la domination du PSG en Ligue 1, j'ai l'impression qu'on découvre que c'est nouveau et qu'on découvre que de toute façon, le 8e de finale de Ligue des Champions, c'est celui où apparaît un début de vérité. Selon l'équipe et la force de l'équipe que tu rencontres, ça va plus être le cas cette année Liverpool que l'année dernière Real Sociedad. Mais qu'est-ce qui change en fait? C'est toujours pareil. Après, si tu me dis que tu t'amuses plus parce que ça joue mieux, là, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui change. Mais pas sur les premières parties de saison. La première partie de saison de Galtier, la première partie de saison de Tuchel, la première partie de saison, c'était tout le temps bien. C'est la fin qui déconne. Quand ils sont éliminés de la Ligue des Champions, c'est pas tant juste le fait que tu t'amuses ou qu'ils gagnent. C'est l'idée de la progression. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris des risques entre guillemets en première partie de saison et que maintenant tu as l'impression que tu vas voir que ça va être de mieux en mieux. Parce que les joueurs là ce soir, par exemple, ils ont mis là le but qu'ils mettent à la fin, le but collectif, là, le 3e but. Par exemple, franchement, tu ne le voyais pas à un moment donné. C'est ça la différence. On n'a pas oublié les milieux de terrain avec Thiago Motta. C'est de ce niveau-là. Ça a joué mais quand même. On n'a pas eu que ça depuis 10 ans. Ah oui. On a eu plein de périodes où il n'y a pas eu ça. Enfin, des périodes où on n'a pas eu ça. C'est rare quand même, depuis 2012. Olivier, mais Daniel, tu vois la comparaison avec ce que tu viens de dire à l'instant.
C'est-à-dire que tu viens de donner un des plus grands noms des milieux de terrain qu'on a eu en France et au PSG, c'est-à-dire Thiago Motta. Aujourd'hui, tu peux pas enlever, tu vois la moyenne d'âge de notre équipe. Donne-moi un grand nom dans notre équipe actuellement. On n'a que des jeunes joueurs, on est bien d'accord. On n'a que des jeunes joueurs aujourd'hui. On n'a pas de stars, on n'a pas de vedettes, on n'a pas de joueurs de football confirmés au très haut niveau international. On est bien d'accord. Messi ou Neymar, tu veux dire? Excuse-moi, mais en fait, Hakimi, moi, je pense. en fait, vous mélangez un petit peu vous mélangez un peu les périodes, parce que la première période, quand Verratti arrive, personne ne le connaît. Marquinhos arrive, personne ne le connaît. Matuidi, personne ne se dit qu'il va atteindre ce niveau-là. Enfin, il y avait des joueurs. Alors après, effectivement, il y avait toujours des coups spectaculaires quand Zlatan arrive. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu as eu Thiago au milieu à un moment donné, tu as eu Zlatan devant à un moment donné, tu as eu Neymar après au milieu. Tiens, on va écouter John Textor, le quand cowboy. Dembélé arrive, c'est 80 millions, c'est quand même vedette internationale. Kvaratskhelia, toute l'Europe le voulait, il arrive. Kolo Muani, 80 millions. Balancez-moi John Textor. The third goal was tough. 2-1. Ah là, il fait l'analyse du match. Pas sur c'est un intérêt que John Textor. Il va faire les 3 points. Et puis... En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, on va écouter en régie, puis si jamais, parce que l'intérêt de John Textor, c'est quand il parle du foot français, quand il parle d'autre chose, parce que bon, le match, c'est pas John Textor qui vient de nous l'analyser. Quoique, il peut nous dire peut-être des trucs intéressants, mais enfin bon, on l'attend pas trop là-dessus. Olivier, un truc à rajouter pour conclure? En fait, ce que je voulais dire, je reviens pas sur ce qu'on est en train de dire. En fait, ce que je voulais dire par rapport à la Coupe d'Europe, c'est qu'en fait, je pense pour la première fois, depuis très très longtemps, Daniel, peu importe la période, c'est la première fois où j'ai le sentiment que toutes les planètes pour Paris sont alignées au niveau de l'état de forme de notre équipe, voilà, qui n'a jamais été aussi bien rodée, des joueurs. On n'a pas de blessés. Ah, Ruiz, la tête. Écoute, moi, je souhaite que tu aies raison, vraiment. Mais ces discours-là, je l'ai tellement entendu en 10 ans que. Mais non, mais on est d'accord, Daniel, on est d'accord. Juste pour finir, juste par rapport à ça, je reviens exactement sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, moi, la Ligue 1, c'est pas que ça m'intéresse pas. En fait, moi, j'attends qu'une chose. J'attends ce match qui vraiment va montrer où on se situe par rapport au Gotha européen. Je dis pas. De toute façon, honnêtement, je te dis, j'ai entendu Roten, je vous écoute régulièrement et tout ça. Je vois pas ce qu'on a à perdre sur ce match-là. Honnêtement, je vois pas ce qu'on a à perdre. On a tout à gagner sur un match comme. Donc tu parles de Liverpool, évidemment. Mais bien sûr. Mais mais en fait, je comprends pas ce discours. C'est quoi t'as à perdre? Tout c'est un 8e de Ligue des Champions. Le PSG est très ambitieux. Ils ont envie de passer. Il dit justement que le PSG n'a rien à perdre. C'est ce que vient de dire Olivier. Eh ben, rien à perdre. Ça veut dire quoi, rien à perdre? Genre, t'es quoi? T'es le petit challenger? T'es la petite équipe? T'es quoi? T'es un des plus gros budgets en Europe. L'Europe, c'est ce qui te concerne depuis 10 ans. Moi, honnêtement, je sais pas. Bon, écoute, la com du PSG a parfaitement fonctionné sur les suiveurs du club. C'est vraiment une impression qu'on s'est transformé en challenger, qu'on est désormais une toute petite équipe, qui a pas dépensé d'argent sur le marché des transferts, qui est devenu un petit budget. Daniel, il y a une différence. Je comprends pas. Il y a une différence entre le constat que tu viens de faire sur les budgets et le constat de la saison, tout simplement. Sur le transfert. Non, mais le constat de la saison qui est une équipe jeune. Face à une équipe qui a un ogre en Europe, premier de la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est tout. C'est en ça que tu es outsider. Je dis pas que tu es un challenger. Est-ce que tu te rends compte que cette année, j'ai entendu que c'était pas grave si t'étais pas dans les 24, parle pas de ça, que c'était pas grave parce que tu étais en construction, que maintenant toutes les planètes sont alignées parce que tu peux gagner. Enfin, tu te rends compte de tout ce que c'est? Waouh. C'est très simple. En fait, là sur ce match-là, il se trouve que tu tombes contre le leader anglais, leader de la Ligue des Champions après la phase de poule. C'est plus compliqué que de jouer la Real Sociedad. C'est tout. Donc, qui est l'outsider par rapport aux favoris, d'après toi, là, entre les deux équipes? Là, Liverpool, au vu de ce qui s'est passé cette année, mais le PSG peut taper Liverpool. Oui, il y a aucune là-dessus, je te rejoins. Mais il y a quand même une logique. Ce serait Lille, je te dirais Liverpool, je mets la maison. Contre le PSG, je mets pas la maison. Moi je suis d'accord, c'est totalement. Je mets un 60-40. T'as la petite chance en plus, effectivement, et la logique d'être un peu l'outsider cette saison de ce Liverpool. Je remercie Olivier au 32-16. Évaluation, les gars, parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui match après match. Bon, Hakimi, Dembélé, je sais pas ce qu'on peut encore rajouter. Dembélé, tu sais que Liverpool aussi a certains jeunes joueurs, ils sont en reconstruction, ils ont un nouveau coach. Je sais pas. Donc je disais évaluation. Hakimi homme du match. Hakimi, non, pas que. Non, mais tu me demandes, puisque tu viens de parler. Non, mais Hakimi, en fait, c'est toujours un peu une sorte de monsieur plus. Quand
quand il est face à une équipe qui ne presse pas assez, qui ne l'oblige pas à défendre, c'est même pas que c'est un milieu supplémentaire, c'est un milieu offensif supplémentaire. À chaque fois dans ce genre de match-là, même il va carrément marquer. Là, il en met 2, ce qui est quand même pour un latéral droit. Alors, c'est pas unique, on l'a vu, il y a eu d'autres joueurs à ce poste-là qui ont été des joueurs extraordinaires, mais en ce moment, il est classe internationale. Et si tu ne l'obliges pas à défendre, si tu n'as pas des gens, une équipe beaucoup plus solide partout, c'est un régal pour un club de l'avoir parce que c'est un boulevard de son côté, il est tout le temps dans le surnombre, son apport est considérable. Le point supplémentaire sur Hakimi, c'est qu'il se trouve qu'il a été un peu malade, qu'il a été ménagé, qu'il revient. Je l'ai trouvé surtout à nouveau, ce qui est plutôt pas mal dans le contexte, très en jambes. Après, non, le point c'est Kvara, parce que moi la dernière fois j'avais fait un petit bémol sur Kvara en disant je trouve qu'il a du mal à s'intégrer dans le système. On m'avait dit à juste titre, calma. Moi je le trouve très bien depuis qu'il est arrivé. Ouais, mais par exemple le match à Toulouse, tu voyais qu'il avait du mal à se trouver. Encore une fois, il vient d'arriver, il fait un match un peu moins bon. Mais moi, je le trouve en intégration express même. Ouais, mais je trouve particulièrement que ce soir, il fait un très bon match et que ça aussi, c'est par rapport à l'idée de progression de l'équipe, c'est pas mal. Mais ce que je voulais dire par rapport à ton évaluation, c'est intéressant. Je me suis fait la même réflexion en disant comme on le fait chaque fois, qui on va mettre. C'est un poncif, mais franchement, c'est un peu le cas. C'est vraiment collectif. Parce que les buts d'Hakimi, T'as vu l'action qu'il y a avant. Alors oui, ok, il met un super finition, il ouvre son pied, par exemple, bon, ok. Mais le but, c'est un collectif, c'est dingue. Donc, qui tu mets pas dans l'action, qui tu mets pas dans ce match, en plus, c'est vraiment très Ramos collectif. Qui rentre et qui est un peu tricard maintenant et qui te fait un geste de classe mondiale sur le but. Donc c'est vrai qu'il marque un beau but, mais il fait pas par ailleurs, il fait pas un match extraordinaire. Exactement, il fait pas un match sauf incroyable. Que maintenant, dans son rôle, il stat et c'est ça que tu regardes. Il met encore un but et ce but-là, tu regardes ce but-là. Il y a 2 mois. Tous ces frappes-là, elles allaient en tribune. Alors, j'ajoute quand même un point. C'est incroyable le revirement de Dembélé. Alors, oui, il est en confiance. Toutes ces frappes au pied enroulé, c'était des catastrophes. Sauf que, j'ai regardé sur cette action, par rapport au début. C'est très mal défendu. Au début de notre débat sur les 3 points, quand j'ai dit la peur qui suscite, même Tolisso, qui fait un très bon match, il recule. Et en gros, il laisse les 2 mètres. Beaucoup d'espace. Après, Tolisso, il se retrouve en dernier défenseur où sont les autres, quoi. Mais bien le mec, sûr. le mec à Lyon, c'est même pas qu'il court, il fait tout pour les autres. Ce que je veux te dire sur la crainte que le PSG inspire collectivement, Dembélé l'inspire cette crainte individuellement. Et les gars en face ont mal défendu sur lui parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va nous faire. D'autant que son pied droit, pied gauche, puisque c'est le cas pour lui, c'est quand même un truc de dingo. Tu sais absolument pas. Avant, c'était un handicap parce que tu savais pas où il pouvait frapper. Maintenant, il marque des 2 pieds. Maintenant, il cadre. Avant, c'était les stewards derrière qui se demandaient s'ils allaient choper le ballon. Bon, voilà donc pour le PSG qui continue de marcher sur les adversaires. Lyon, maintenant les gars, on a Hugo au 32-16 qui est là. Salut Hugo. Ouais, salut les gars, ça va ? Salut Hugo. Ça va et toi ? Ça va, impeccable. Bon, alors évidemment, le débat parmi les Lyonnais ce soir, c'est les choix de départ de Fonseca. Toi, qu'est-ce que t'en penses notamment de Cherki en avant-centre ? Ouais, exactement. Alors moi déjà, au-delà de ça, déjà pour revenir sur la performance du PSG, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un match excellent et qu'ils nous ont mis la pression directe d'entrée de jeu et que ça a duré quand même sur une bonne partie de la première mi-temps. Mais moi je pense qu'honnêtement on aurait pu partir sur de meilleures bases avec des meilleurs choix de Fonseca dès le départ. En fait, moi j'ai pas compris pourquoi il a aligné Cherki directement en numéro 9 et qu'il devait faire et le rôle de numéro 10 et le rôle de numéro 9. Et du coup, il s'est un petit peu perdu dans toutes ses actions. Et même si on va dire que oui, il n'avait pas le bon poste, mais dans l'utilisation du ballon, il n'était pas là. Il a enchaîné les mauvais choix. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé dans la construction du jeu par la suite en fait. Donc moi, je trouve que Fonseca, il n'a pas fait le bon choix dès le départ de titulariser Cherki en numéro 9. Et tu sais, c'est marrant parce qu'on a eu cette réflexion avec Sage, qui était un très bon entraîneur. On s'est dit plusieurs fois, quand il a rencontré le PSG, il avait presque déjoué. Il voulait inventer un truc. Tu sais, voilà, il avait été trop offensif une fois, trop joueur, puis pas assez. Et en fait, c'est pas que l'entraîneur devient mauvais, c'est que l'entraîneur se heurte un peu à une équation impossible à résoudre. Et donc, dès qu'il tente un truc, il a tort. Moi, je te dis à l'inverse, que le côté plus ambitieux, le côté on y va, il faut aller les prendre, je pense qu'il se serait fait châtier en contre de manière terrible. Parce qu'en ce moment, les transitions, elles partent à 2000 à l'heure. Barcola, Doué, Dembélé, ça fait mal. Donc, comme ils ont vu comment ça s'est passé face à Brest, ils se sont dit, bon,
on se fait pas prendre. Donc première période quand même très basse, mais dès qu'ils sont sortis, je l'ai dit tout à l'heure, ils pouvaient prendre un but. J'ai envie d'exclure exceptionnellement. C'est vrai qu'on fait pas souvent ça parce qu'évidemment on a envie de débattre des compos et ça paraît assez logique et facile vu la fin de match de dire qu'il aurait dû faire autrement. J'ai presque envie d'exonérer l'entraîneur ce soir de Lyon en l'occurrence d'une analyse plus dure. Il fera comme les autres, il va essayer et puis il rentre avec sa défaite comme feront tous les autres. Le prochain c'est Lille. Bon, c'est une équipe qui est en 8e de Ligue des Champions, on va voir, est-ce qu'ils ont plus d'atouts? Je pense qu'ils en ont plus que Lyon, c'est certain. Il y a plus de technique et je pense qu'il faut un niveau technique largement supérieur à ce qu'il y a en Ligue 1 pour emmerder ce PSG-là qui collectivement est très au point. Et surtout, je pense que la grande différence, c'est la force mentale que cette équipe dégage. J'ai l'impression qu'elle n'a peur de personne. Ouais, mais et ce sera probablement un atout en Ligue des Champions parce que la tradition du PSG, c'est c'était toujours une très belle équipe, toujours une équipe qui jouait très très bien. Sauf que en Ligue des Champions, on a toujours l'impression qu'ils se posaient la question on va upgrader, on va passer le niveau supérieur, on va y arriver, alors même qu'ils avaient des vedettes, alors même qu'ils avaient des stars. Il y avait peut-être que Mbappé me donnait pas l'impression d'avoir peur dans ces circonstances-là, mais quand tu vois par exemple, il y en a eu plein des épisodes tristes du PSG en Ligue des Champions. On va dire que le dernier vraiment marquant, c'est celui à Madrid avec la bousculade de Benzema sur Donnarumma. Le PSG est supérieur sur les deux matchs. Techniquement, ils sont mieux et ils le perdent quand même ce match-là parce qu'ils s'écroulent mentalement. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que mentalement cette équipe, elle est... Alors est-ce que c'est, je sais pas si c'est parce qu'elle est jeune, parce que Luis Enrique avec son adjoint là, le psy là, il a réussi à changer quelque chose dans la mentalité de cette équipe. Ça c'est peut-être, je l'espère, un défaut que le PSG pourra ranger. Tu veux rajouter un truc là sur João Fonseca ou t'as tout dit? Mais attention, Liverpool c'est quand même très très fort. Hein. Il faut regarder les jouer. Il n'y a pas d'équipe de Ligue 1 qui font ça. Si tu continues là-dessus par rapport au psychologique, je suis d'accord avec toi sur la force mentale, mais quand on a vu Donnarumma, y compris contre Brest à l'aller, puisque c'est Ligue des Champions, sous pression, là je parle vraiment quand il est sous pression pour les relances, mentalement je suis pas certain que lui il ait tout réglé par exemple. Lui, donc on verra parce que moi ce que j'attends maintenant c'est effectivement l'adversaire de cet acabit qui va, comme tu le disais, dans le dos des défenseurs latéraux, mettre sous pression Donnarumma. Qui va juste avoir de la qualité technique, qui va juste avoir un mec capable de déborder tes défenseurs. Ouais, ou même récupérer. Et ça, c'est le truc le plus banal qui, tous les ans, fait que le PSG bute. Et le parcours, il est encore très long. Nous ne sommes qu'en 8e et je sens la même excitation qu'on sent tous les ans et qui termine mal. Après, on ne se sert jamais des leçons du passé. S'il vous plaît, parce qu'on était sur Lyon là. Ah oui. Vous avez dévié gentiment. Alors, après, il y a un truc par rapport aux enseignements que Lyon peut tirer, puisque autant je pense pas que ce soit offensivement. Bien sûr qu'à la fin du match, ça a été mieux, qu'ils sont revenus au score. On a pu rêver pour Lyon, de côté lyonnais, une égalisation qui effectivement n'aurait pas été vraiment méritée. Mais en revanche, dans leur façon justement de prendre ce match de manière prudente, là, à mon avis, on a vu par exemple une très très bonne première mi-temps de Mata, qui a été très bon. Niakate a fait un geste défensif qui, à mon avis, sauvait un but aussi. Donc, après, devant, c'était faible. Ouais, mais enfin, Malik Fofana, il fait plus rien. Ah non, mais je parle de la défense. Je me dis au moins que tu te rassures. Pour emmerder le PSG, à un moment, il faut que tu es devant des mecs qui... Oui, mais il faut aussi que tu prennes pas de but. Et donc, eux, ils se sont dit, on va essayer d'être costaud. Je dis juste que sur les enseignements... Parce que cette équipe de Lyon, elle est assez faible. Hein. Ah oui, mais enfin, en tout cas, ils ont pu prendre derrière, c'est pas méga costaud. Au milieu, on a vu Matic. Ils ont pu prendre un peu de confiance, en tout cas. Matic, c'est ce genre de match-là, tu vois que ce gars-là a été super fort. Que techniquement, lui, il est au niveau. Mais comme il a plus le physique qu'il avait, c'est pas suffisant. Mais techniquement, quand il avait le ballon, la façon qu'il avait de le protéger, de le transmettre, d'orienter le jeu, tu vois, même contre un adversaire du niveau du PSG, lui, il a encore la patte top niveau. Mais sauf que ça ne suit plus tellement au niveau des jambes. Au milieu. Mais oui, ils ont un problème au milieu parce que Tessman, c'est pas assez fort, parce que Tolisso, il faut qu'il fasse 3 postes à la fois. Ils sont largués. Si tu veux, le problème du milieu, il a été criant parce que dans les rares moments, et pareil, je reprends l'exemple de Brest parce que match de Ligue des Champions, quand même, t'es au taquet. Et Brest, d'ailleurs, a été au taquet. Je parle du match aller, pas du match retour.
dans les moments où tu as la chance de récupérer le ballon, tu en as quelques-uns des moments comme ça. Tu n'en as pas beaucoup avec le PSG. C'est là que techniquement, effectivement, tu dois faire la diff au milieu. Et là, Tessman, par exemple, à un moment donné, sur une petite transition au milieu, il perd le ballon très très vite. Ou alors il donne mal, Matic, il donne dans le trop dos, lent. il donne pas Matic, dans le bon effectivement, tempo. trop lent. Alors il est très bon pour garder, pour à l'expérience, pour gratter une faute, pour quand même pour le jeu de passe. Mais derrière, à part Tolisso, effectivement, qui peut pas tout faire. Alors voilà, Tessman, c'est pour moi été l'illustration d'un milieu trop faible pour rivaliser à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vois, quand tu vois effectivement le Lille qui joue en Ligue des Champions, tu vois le PSG, tu vois même Brest, effectivement trop faible pour rivaliser avec ça. Franchement, Trop dur. quand Almada, il fait ses rentrées là depuis qu'il est arrivé. Ce gars-là, il a un truc quand même. Hein. C'est à se demander s'il faut pas l'installer et lui donner les clés du jeu, hein, parce qu'il est vraiment Tolisso aurait besoin d'un mec technique comme ça au milieu pour bonifier tous les ballons. Parce que moi, Cherki, il y a eu sa parenthèse enchantée là quand je disais on a envie de t'aimer, Ryan, on a eu envie, on était avec lui parce que quand il est bon. Mais encore une fois, ça n'a pas duré. Là ce soir, alors ok, il n'est pas dans une position idéale pour lui, mais le problème c'est que quand il joue à droite. En 4-3-3 ou dans le 4-2-3 ou peu importe, de toute façon, c'est pas bon non plus. Et puis que même dans une position qui ne lui plaît pas, au moment de recevoir le ballon, de jouer dans le sens du jeu, de le donner proprement, de réussir le geste, lui qui a une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, il a raté une tonne de choses. Il fait pas un bon match. Cherki, et ça c'est très décevant. Tu l'attends, tu dis c'est le PSG, tu vas te montrer un peu et tout. Dans le match aller au Parc, il avait eu quand même quelques éclairs, et notamment cette espèce de passe un peu cachée. Enfin, voilà quoi. C'était sa bonne période à ce moment-là, mais elle n'a pas duré. Tu peux pas. Faut que tu sois bon 80% du temps quand tu es Cherki maintenant. Franchement, circonstance atténuante ce soir avec son positionnement. Ouais, mais même circonstance, quand tu as le ballon, tu n'es pas obligé de mal le négocier. Non, mais il a plein d'automatismes. On l'a vu parler avec ses partenaires qu'il n'avait pas à ce poste-là. Je trouve que c'est en ce sens que Fonseca a fait du mal à son équipe. Moi, je ne veux pas le blâmer parce qu'il a cherché quelque chose, mais c'est le seul truc qui est compliqué. Si tu changes quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, pour ce joueur-là, en l'occurrence, qui est un peu ton playmaker, tu peux pas. Je trouve que c'est trop dur. Donc, effectivement, c'est pareil. Tomber sur Cherki, ça nous est déjà arrivé. Moi, ce soir, je vais te dire, oui. Mais sauf que c'est ton joueur, c'est un de tes joueurs qui doit faire la diff et que ce soir il est trop faible, trop effacé. Hugo, quoi. sur le milieu de terrain, t'es d'accord là? Tessman, ça suffit pas? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez faible quand même Tessman. Alors je serais peut-être pas parti avec deux milieux au milieu de terrain parce que je pense qu'on se serait fait un peu déborder par le milieu parisien, surtout que techniquement ils sont très présents. Mais c'est vrai que j'aurais pas nié Tessman d'entrée parce qu'on a vu qu'il avait énormément de mal à garder le ballon et à relancer. En première mi-temps, il a perdu énormément de ballons. Donc j'ai trouvé que c'était assez faible. En fait, moi, ce que je voudrais surtout reprocher à Fonseca, c'est de venir d'aborder ce match en étant vaincu dès le départ et de pas aligner en fait un offensif de plus d'entrée. Donc ça, en jouant à domicile aujourd'hui, j'ai trouvé ça dommage. Donc c'est vrai que je pense qu'on aurait pu faire mieux là-dessus. Après, pour Cherki, c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, il a enchaîné les mauvais choix et même si on peut pas lui tomber dessus ce soir, pour un gars qui est censé justement changer le visage de ton équipe, j'ai trouvé ça très faible. Je l'ai retrouvé un petit peu nonchalant sur certaines phases. Je trouve qu'il joue énormément arrêté. Et t'as un vrai problème sur Moi, Cherki, je serais curieux de voir le nombre de kilomètres courus dans un match, mais je pense que c'est insuffisant. Il propose pas assez d'appels. Il me semble que c'est sur le but de Dembélé. Alors certes, Tolisso, il a un recul frein sur la défense, mais pour moi, il contient Dembélé et Cherki, il n'intervient pas. Donc même sur les efforts défensifs, il n'est pas présent ce soir. Donc pour un joueur qui est censé... C'est vrai, alors que tu as vu en première période, côté parisien, quand même, il faut le noter. Barcola, ils descendent très bas. Ils sont revenus très clairement, bas. Ils se sont mis dans la tête des choses. Enfin, franchement, collectivement, là-dessus... Tu as raison sur Cherki. La défense, elle est à tous les coins du terrain côté parisien, mais pas à Lyon, pas dans les équipes. Il y a une action où Barcola fait un retour simplement pour gêner l'attaquant et derrière, je crois que c'est Beraldo qui intervient. Effectivement, ces retours-là, on les voit pas avec Cherki. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu terrible et je l'avais déjà dit pour les matchs que le PSG gérait. Pas les gros matchs, on va dire Lyon, Lille, Marseille, mais les matchs contre des équipes entre guillemets plus faibles comme Toulouse. Luis Enrique se permet de faire tourner
en mode là c'est bon, j'ai l'occasion de le faire et peu importe si ça me sera reproché, je le fais. Mais j'ai envie de te dire que pour les adversaires c'est un peu pareil. Les matchs contre le PSG sont devenus bonus. C'est terrible. Bah oui, on perd. On va essayer de pas prendre une valise. Oui, parce que de toute façon on n'avait pas compté 1 point ou 3 points sur ce match-là. Tu peux le regretter. Oui, parce que une fois que tu vois le match, tu es déçu que ton coach n'ait pas mis un joueur offensif de plus. Mais ça veut dire à quel point aussi effectivement on est dans un déséquilibre sur ce plan-là, parce que et Luis Enrique sur ces matchs plus simples et les adversaires quand ils rencontrent le PSG ont une attitude qui n'est pas une attitude de compétiteur, qui est de te dire je vais essayer de pas perdre et puis d'un autre côté je vais essayer de gérer pour garder mes 10 points d'avance. Ouais, bien sûr. Moi je trouve qu'il y a une part de responsabilité sur les clubs qui reçoivent à chaque fois le Paris Saint-Germain. Oui, le PSG a une grosse avance, techniquement, tactiquement, ils sont très au-dessus, mais je pense vraiment qu'à chaque fois, son adversaire en fait s'avoue vaincu d'avance et pour moi, il y a une grosse part de responsabilité là-dessus des clubs. En fait, tu sais qu'aujourd'hui, je pense vraiment Hugo. que les coachs, quels qu'ils soient, puisqu'Eric Roy en a parlé, salut Hugo, ils ont peur de prendre une fessée. En fait, là, les coachs. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur de prendre une fessée. Et ça n'est pas toujours le cas. Il n'y a plus de réelle volonté de faire quelque chose, comme s'ils savaient dès le départ qu'ils allaient se faire balayer. Alors, sachez que le PSG a fait comme Toulouse et Reims, c'est-à-dire comment on appelle ça, une réserve, voilà, concernant Thiago Almada. Je me suis totalement trompé la dernière fois. Marseille l'a fait aussi. Tout le monde le fait. Marseille l'a fait aussi. Alors, Edouard G nous dit Toulouse, Reims, Montpellier finalement ne l'a pas fait, alors qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse. Marseille l'a fait. Et le PSG l'a fait également aujourd'hui, réserve sur Thiago Almada, qui à chaque fois sont rejetés. Donc ça sert parce que c'est rejeté à chaque fois, mais enfin bref. Voilà. Et puis alors oui, juste pour conclure sur Lyon, quand même une info importante. On expliquait dans le cadre du conflit entre la Ligue et DAZN il y a quelques jours que DAZN reprochait au club de ne pas jouer le jeu, de ne pas ouvrir les portes et tout. Et ben ça vous a pas échappé que Lyon a passé un deal avec DAZN pour devenir fournisseur officiel. C'est-à-dire que DAZN devient le fournisseur officiel et le partenaire média de l'OL. Ça signifie que l'intégralité du contenu de OL Play sera accessible directement sur DAZN et que DAZN aura des accès privilégiés à Lyon. Donc Lyon joue le jeu à fond jusqu'à passer un deal de partenariat avec DAZN. Non mais ça, c'est le diffuseur officiel, ça devient le partenaire du club. Je comprends pas, mais on voit. En fait, c'était histoire de dire regardez, on est capable de faire des choses nous à Lyon. Je pense que c'est ça. On a réellement décidé dans notre football de faire n'importe quoi en fait. Le diffuseur devient bon, après tu me diras beIN, c'est la même maison que le PSG, donc quand ils diffusent le PSG c'est pareil, c'est l'entreprise, c'est comme si c'était la télé du club. C'est pas parce que certains font des choses que tout le monde doit le faire. À un moment, je sais pas, on va avoir. Ça va aussi du discours général de Textor. Il faut changer le patron du foot français. Le patron du foot français est allé chez Marion Bartoli tout à l'heure. Oui. Parce qu'évidemment. Sur un autre sujet. Évidemment. Pour parler de Longoria en l'occurrence. Mais on lui demande, mais on lui demande pas de parler d'un sujet, même si c'est important, pas d'un sujet en particulier. On lui demande de reprendre le football français en main. On est à la dérive. Il y a que des choses complètement folles. Là maintenant, il y a ce nouveau truc entre DAZN et Lyon. Après, bon, l'affaire du conflit d'intérêts historique, Qatar football, ça ok. Mais il y a que ça, quoi. C'est pas possible que notre football soit comme ça, marche à l'envers. Et puis alors après, on est en plus en pleine crise de nerfs avec le Longoria Gate, là, maintenant. Juste Textor, en zone d'interview, il n'a pas dit grand-chose, à part qu'il s'était bien amusé avec son chapeau de cow-boy. Et que corruption, c'est peut-être un mot un peu trop dur, a-t-il dit, parce qu'on l'a interrogé sur Longoria. De toute façon, vu ce que les dirigeants marseillais lui ont mis dans la tronche hier, tu sais que ça reste ce grand mystère-là, je le dis, je le répète, ce grand mystère-là, à un moment ou à un autre, les supporters de l'OM ne vont pas le comprendre. Que les dirigeants marseillais soient à ce point inféodés à Nasser au Qatar, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce qu'il n'y a pas d'argument pour le faire. C'est juste qu'ils ils ont réagi comme si c'était les je sais pas quoi, les porte-serviettes du PSG pour défoncer Textor comme ils l'ont fait. Oui, parce que hier, vous avez suivi ça hier soir dans l'after, ils ont repris incroyable, en fait, l'épisode Grosso pour raconter que, en gros, comment le schématiser, que Textor n'avait pas été au soutien de son D'ailleurs, puisque coach. Pendant qu'on était absent, il y a eu l'excellente interview de Textor dans l'équipe et également dans le quotidien espagnol AS.
2 interviews absolument parfaites. Je veux que cette semaine, nous invitions toutes les personnes qui se sentent capables de contredire un seul mot de ce qu'a dit Textor dans son interview, de venir débattre avec nous. Si vous pensez, lisez ces 2 interviews, est-ce qu'il y a un seul mot de contestable dans ce que dit Textor? À mon avis, Daniel, on va pas en Que trouver vous soyez dirigeant de club, journaliste, bon, journaliste, je sais que c'est pas possible parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, à part les deux baranes de comment il s'appelle, de La Brune, il y en a pas. Président de club, ils n'oseront pas le faire parce qu'en plus, moi, je sais ce qu'ils disent en off. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je ne sais pas combien de temps les supporters de l'OM vont supporter ça. Alors après, l'autre, il fait une crise de nerfs. Le président de l'OM fait une crise de nerfs hier. Enfin, ça traduit quand même. On est au-delà de la nervosité. Je pense qu'il va finir par s'excuser. On va en parler dans quelques minutes. Bon, alors parlons-en dans quelques minutes. Raphaël Varane. Il a parlé des Baranes. Varane. T'as pas les crèmes à chaussures, Varane? Il n'y a pas le challenge Baran aussi? Ah oui, c'est vrai. Challenge Baran. Foot plaisir.